Média. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien puisque vous êtes fidèles à Sud Radio depuis 2017. Vous assurez l'édito politique tous les vendredis et on vous voit sur évidemment d'autres antennes. Sur toutes les chaînes télé. Pas toutes les chaînes, mais pas toutes. Maintenant, j'y vais en tant que directrice de Marianne. Voilà, ça, et vous êtes directrice de la rédaction de Marianne et j'y tiens, présidente de l'Institut français du goût. Et oui, moi aussi j'y tiens, c'est absolument essentiel. C'est essentiel, absolument. Marianne. Je ne vous ai pas vu dans les Marseillais, j'avoue, sur Non, W9. ça c'est vrai. Je vous ai pas vu. Vous avez repris la direction de Marianne il y a combien de temps maintenant Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous en avez, vous l'avez façonné, vous l'avez mis à votre main. C'est un hebdo qui fonctionne plutôt très bien. Et vous avez lancé une série de hors-série, ces débats que les politiques devraient avoir. Ça sort tous les 56 jours. Pourquoi 56 jours? Non, c'est-à-dire qu'on a voulu qu'il y ait quand même une régularité. Pourquoi? Parce qu'on s'inscrit en fait dans la perspective de l'élection présidentielle. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on ne peut plus se permettre d'avoir une présidentielle encore une fois confisquée et qui se focaliserait sur des sujets totalement annexes, débiles. Voilà, il faut poser certains problèmes et donc nous on participe au débat démocratique. Alors vous avez commencé par la dette, c'était le premier dans cette série, dans cette collection, absolument. Et le second porte sur le thème de la laïcité. La laïcité, on en a évidemment beaucoup parlé. C'est un sujet que vous connaissez bien et qui vous tient à cœur, évidemment. Qui veut la mort de la laïcité française? C'est un numéro extrêmement riche. Vous revenez sur l'histoire de la laïcité. Pourquoi ce choix en deuxième? Parce que c'est un thème essentiel. Un sujet essentiel, parce que ce mot surtout est beaucoup abîmé, beaucoup galvaudé. C'est-à-dire que je me souviens, moi, quand j'étais jeune journaliste et que j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, tout le monde s'en foutait, il faut le dire clairement. En 2005, c'était les 100 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. Moi, j'ai essayé d'organiser des choses, des colloques, des machins, mais il n'y avait personne. Ça n'intéressait pas. Et puis tout à coup, tout le monde s'est saisi de ce mot, mais en le vidant de sa substance, en tordant l'histoire de ce mot, en faisant par exemple un principe uniquement juridique alors que c'est un principe politique, en expliquant que la laïcité se confondrait avec la loi de 1905. Or, le mot laïcité n'y apparaît même pas, puisque c'est une loi de séparation des églises et de l'État qui est en fait l'aboutissement de tout le processus de la laïcité à la française. Donc c'est tout ça qu'on explique en fait dans ce hors-série. On va y revenir dans un instant. J'étais partie déjà sur l'interview, c'est lundi matin. On a perdu les réflexes. Oh, vous êtes confinés dehors, vous avez pris l'air. Et puis c'est comme ça m'intéressait, voilà, je suis partie alors que normalement il y a la question du jour d'abord. Oui. La question du jour, je vais vous en parler dans mon zapping, Valérie. Elle concerne un documentaire qui a été diffusé par Canal+ sur le sexisme dans le monde du sport et en particulier dans le sport à la télévision, les commentateurs, les analyses, les reportages. On va en parler également donc dans le zapping. Donc faut-il plus de parité sur les plateaux des émissions sportives? Faut-il plus de femmes? Faut-il des femmes qui commentent les matchs de football ou du rugby? Vous pouvez réagir sur notre compte Twitter de Sud Radio. Bon, pour l'instant, même s'il y a beaucoup de votes, Valérie, nos auditeurs, à 65% nous disent non, il ne faut pas plus de femmes dans le sport. Oui, à 35%. Voilà, c'est une question qu'on pose. Jackie, quand même, nous dit que les femmes ont toutes les qualités pour faire d'excellentes commentatrices et des épreuves sportives. C'est surprenant au départ, car on est peu habitué, mais c'est un métier avant tout. Donc voilà, peut-être les matchs de la Coupe du Monde seront commentés par des femmes. On verra les audiences quand même. Oui, on verra. Vous avez vu juste la petite fois. Oui, c'était moche. Mais c'est un sujet, j'imagine, que vous allez traiter dans vos hors-séries. Vous avez prévu de traiter. Mais c'est un sujet passionnant et surtout sur le sport. Parce que, regardez, moi par exemple, j'adore le foot. Mais depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, je regardais toutes les Coupes du Monde. Il fut un temps où j'étais capable de vous citer l'ordre dans le championnat de Ligue 1. Je connaissais tout. Et pour autant, je ne vois pas en quoi je suis moins compétente qu'un homme, certes. En revanche, ce que je dirais, c'est que il y a du sexisme. Bien entendu, il y a du sexisme dans les commentaires, il y a du sexisme qui est surjoué même parfois. Mais il faut bien
ça va se faire. C'est en train de se faire et ça doit l'être de façon naturelle, pas forcée. Et surtout, les femmes doivent s'imposer par leurs compétences et aussi par leur capacité à prendre du plaisir. Je veux dire, vous avez peur des commentaires des femmes dans la Coupe du Monde, mais si vous avez des femmes qui y prennent autant de plaisir que les mecs, qui commentent en étant drôles, en étant pétillantes, en étant mordantes, eh bien vous adorerez, c'est tout. Ouais. C'était ironique. Non, mais je sais, justement. Mais en tout cas, il y a tout un débat autour de ce documentaire de Marie Portolano qui a été diffusé sur Canal+ hier sur Twitter. Alors, ça a été un des sujets les plus commentés. On a accusé Canal+ d'avoir censuré ce documentaire et d'avoir retiré en particulier des propos sur Pierre Ménès qui aurait eu un comportement plus qu'inadapté, on va dire. Mais qui avait accepté de répondre aux questions de Portolano sur ses comportements en disant oh là là, c'est pour rire, en substance, et tout ça a été enlevé par Canal+ quand même. Parce qu'il a embrassé de force plusieurs femmes sur le plateau en direct, les images circulent, et puis Marie Portolano, à une coupure pub, il lui a soulevé sa jupe et elle avait un string, donc elle était carrément à poil. C'est comme ça qu'on peut le dire. En tout cas, il y a un débat qui se... Il lui a mis un point dans la gueule. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. Je vais vous en parler dans mon zapping. Allons-y. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Restons dans le sport avec plus de 5 millions de téléspectateurs samedi sur France 2 devant le match des 6 nations. France-Pays de Galles, un 15 de France au top. C'était également sur Sud Radio, je tiens à le préciser. Et c'était un match haletant. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serin le libère. Pas de jouer en pivot. Tamac, Ficou, sur un manche. Vincent, les célébrités. C'est incroyable cet essai de Brice Dulin qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif. Les Gallois n'en reviennent pas à la 82e minute. Un sport commenté à... Et là, j'avais un article à écrire ce week-end, j'étais un peu coincée. Voilà, juste un mot, Estelle Denis est très compétente et crédible dans ce domaine du foot, c'est tout à fait vrai, nous dit Sabrina. Et Sabrina qui dit Natacha Polony, une voix qui compte, je l'écoute tout le temps et merci à elle. Merci Sabrina. Voilà. Un sport commenté par des hommes, comme vous avez pu l'entendre. Est-ce du sexisme? Vous avez vu la liaison? Est-ce du sexisme? Hier, un documentaire sur Canal+, on en a parlé, a fait sensation, réalisé par la journaliste sportive Marie Portolano au titre provocateur. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste qui dénonce donc les violences sexistes dans les services des sports. Je me dis, j'ai vu ta photo, ça passe ton petit boule, on a envie de le croquer. Là, je comprends tout de suite que ça va être un enfer, en fait. Elle a grossi quand même depuis qu'elle est maman, là. Un petit peu de visage, on va peut-être plus la mettre à l'antenne. Je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, je débarque de Lyon et tout, je me dis, c'est chaud quand même. Mon message, c'était un peu ferme ta gueule. C'est terrible parce que c'est un constat d'échec pour ma génération. Il y a deux paroles dans ce documentaire. Il y a la parole de celle qui considère aujourd'hui que le problème existe et subsiste dans le temps, et d'autres qui ont peur qu'on se cache derrière cette excuse-là. Voilà. Un petit cadeau pour vous, Natacha. Voilà, vous allez voir. Il faut se méfier des chiffres après la virgule. C'est ce qu'a appris Jean-Michel Blanquer. Il était face à Jean-Jacques Bourdin sur BFM. Alors, le ministre de l'Éducation, il était très fier de ces chiffres des tests salivaires dans les écoles. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Il a été remis à sa place par Jean-Jacques Bourdin. Et le plus important, c'est les résultats. C'est le résultat, bien sûr. Alors que donnent ces résultats? Nous donnent un taux de contamination en moyenne d'environ 0,5%. Donc c'est-à-dire 500 pour 100 000. Ça fait 0,5. Oui, ça fait 5 pour 1000. 0,5%, ça fait 5 pour 1000. Ça fait 500 pour 100 000. Ça fait 500 pour 100 000. On peut quand même. C'est au-dessus du taux d'incidence. 5 000 pour 1 million. C'est au-dessus du taux d'incidence. Oui, mais c'est tout à fait. Ça veut dire que le virus circule dans les écoles et largement. Le taux. Bien sûr que le virus existe partout dans la société. Voilà, le virus circule dans les écoles. Un témoignage poignant, un peu dur, poignant, sordide, dans le portrait de la semaine, dans le 7 à 8 sur TF1. Audrey Crespo-Mara a reçu les confidences de Betty Manichez, qui a été victime de son père, qui se rêvait à la fois en père, en amant et en compagnon de ses filles, sous les yeux d'une mère complice et complaisante. Le témoignage était juste scotchant, quoi. Ouais. Mon père descend me chercher dans la cuisine et me monte dans sa chambre. Je me souviens juste qu'il me déshabille et qu'il me met dans le lit. On peut penser qu'on est juste un animal, on est complètement en confusion. Qu'est-ce qui se passe? Et vous lui dites Rien.
Je peux pas, on peut pas dans ces moments-là, on sait pas. Déjà, on était déjà pétrifiés avant les viols, il y avait les violences. Vous comprenez ce qui se passe? Je sais que c'est pas bien, mais je comprends pas. Et votre mère est toujours complice de votre père? Toujours. Et elle participe même au viol? Oui. Elle est activement là. Et ça la gêne pas. Donc c'est d'autant plus humiliant. Ça vous a marqué, ce témoignage? C'était terrible, vous l'avez pas vu, c'était glaçant. Glaçant. C'est une question absolument essentielle, la place des femmes, en fait, dans ce genre de phénomène. Qui souvent ne dénoncent pas leur mari par peur de perdre leur foyer. Je conseille le livre de Nathalie Henich et Caroline Eliachev, Mère-fille, une relation à trois, qui justement explore ce côté extrêmement complexe. Des relations. Allez, on finit avec une note joyeuse, c'est quand même le début de la semaine. Et le premier jour du printemps. Et le premier jour du printemps. Aujourd'hui sort le dernier album de Sting et il est composé de duos qu'il a retrouvés dans ses archives, comme celui-ci avec Charles Aznavour, un moment dont se souvenait Sting sur BFM. Je ne me souvenais plus de ce titre jusqu'à ce que je le réécoute. Je me suis rappelé quel homme charmant il était et quelle icône il représentait pour moi. De le recevoir à dîner chez moi et chanter avec lui, c'était un immense honneur. L'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. Ça vous plaît? Parce que d'habitude, mes extraits, vous les aimez pas, mes extraits musicaux. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts. Oui, Charles Aznavour. Donc là, ça vous plaît? Comment elle s'appelle, Barbara Pravi. Oh non, arrêtez. J'avoue que j'ai un petit peu de mal. Marianne, donc le hors-série, ces débats que les politiques devraient avoir. Celui-ci est consacré à la laïcité. Une question d'un auditeur qui dit: qui voyez-vous, Natacha Polony, pour redresser la France en 2022? L'oracle. Oh là là. Alors justement, je suis tout sauf une oracle. Et c'est justement pour ça qu'on fait ce travail sur le fond, sur les questions de fond. Je suis pas là pour, je suis pas là pour dire qui il faut voter. En revanche, mon rôle, c'est justement d'apporter des questionnements, d'expliquer aux gens quels sont les moyens de se décider, c'est-à-dire sur quels critères il va falloir se décider. Et je pense que la question de la laïcité, c'est un des critères essentiels parce que c'est simplement... C'est ce qu'on essaye de montrer, c'est que ça relève d'abord de l'histoire de la France, de la spécificité de la France. C'est-à-dire, en fait, pour le dire simplement, je veux dire, si les gens qui veulent que Dieu régisse nos vies, ils peuvent aller dans n'importe quel pays au monde. Je veux dire, tous les pays font référence à Dieu. Regardez les États-Unis, dans chaque phrase, ils mettent le mot Dieu, etc. N'importe où, évidemment, les pays ils font sur la Bible quand ils sont présidents. Bien sûr. Donc il y a un pays au monde où ce ne sont pas les bigots qui décident comment on va organiser l'espace public, comment on va décider de nos vies. Nous, les êtres humains sont maîtres de leur destin. Mais laissez-le nous. Franchement, c'est aussi simple que ça. Mais le numéro est très très riche, passionnant, remarquable sur l'histoire justement de la laïcité. Moi, j'ai été très touchée par j'ai du mal ce matin, par le papier de Caroline Forest sur Charlie, sur l'esprit Charlie. L'interview de Manuel Valls aussi sur le combat de la laïcité, et on voit en fait comment la laïcité a été totalement bafouée en France. Je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait nous sommes pris en étau. Il y a d'un côté une société qui était, comme toutes les sociétés européennes, en voie de sécularisation, et la France était encore beaucoup plus que les autres sociétés européennes sécularisées, et qui se retrouve tout à coup confrontée à une religion qui, au contraire, est dans une phase d'affirmation de sa part la plus ritualiste, la plus littéraliste, c'est l'islam. Dans le monde entier, l'islam est en train de se débarrasser de tous les courants passionnants, spiritualistes, etc., pour aller vers les courants les plus radicaux. Et donc, ça rentre en confrontation. Forcément, ça ne peut pas coller. Et cette dimension-là, qu'on a mis beaucoup de temps à prendre en compte, parce que la première affaire du voile en 89, c'est déjà l'expression de ça, et il y a un aveuglement total. Eh bien, il y a cette partie-là de la tenaille, et puis il y a l'autre partie, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le soft power américain, la globalisation culturelle, qui nous impose petit à petit
une vision de l'organisation des sociétés totalement communautariste, avec en prime l'idée d'une liberté individuelle réduite à son plus simple appareil, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut et il faut être tolérant. Ce qui résume à peu près la pensée qu'ont les gens sur la laïcité aujourd'hui. Donc on se retrouve au milieu de ça, et c'est pas un hasard si la presse anglo-saxonne, la presse américaine, est en train de mener un combat d'une violence incroyable contre la laïcité à la française. Le New York Times en particulier. Mais vous avez prononcé le mot d'aveuglement. Aveuglement ou déni? Parce que quand on voit tout ce qui a été fait, je citais la semaine dernière Malika Sorel, que j'ai reçue, qui faisait partie du Haut Conseil à l'intégration et qui en 2003 avait remis un rapport qui a été mis sous le tapis. Ce Haut Conseil a été complètement dissous pour créer l'Observatoire de la laïcité dont on connaît l'action. Est-ce que c'est du déni, de l'aveuglement, de la poussière sous le tapis? Il y a un peu de tout suivant les gens. Ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes dans une société qui a de plus en plus de mal à penser le politique. C'est-à-dire qu'en gros, chacun réagit selon un moralisme qui consiste à accuser les autres de ne pas être dans le camp du bien. Et donc, pour être dans le camp du bien, il faut être gentil, il faut être tolérant, il faut accepter chez les autres même l'intolérable pour montrer qu'on est quelqu'un de bien et quelqu'un d'ouvert. Il y a toute cette pression. Vous savez, la une de Marianne cette semaine, c'est les trouillards. C'est exactement ça. C'est-à-dire à l'école, au boulot, dans les rédactions de journaux, au sommet de l'État, tout le monde a la trouille d'être accusé, de ne pas être quelqu'un de gentil, de ne pas être quelqu'un de bien. Et en fait, cette peur est en train de laisser gagner ceux qui sont de véritables activistes et qui sont pourtant totalement minoritaires. Mais il n'y a pas simplement ça, il y a le fait aussi qu'avant, les politiciens donnaient de l'espoir, avaient une vision à 10 ans, à 15 ans, à 25 ans. On construit une pyramide dans la cour du Louvre, on a des gros projets et on donne des espoirs. Et quand on n'a plus d'espoir, on se retourne vers la religion. Quand j'ai quelqu'un qui va avoir un décès, je vais poser un cierge parce que je m'adresse à Dieu, parce que j'ai pas envie qu'il meure. Et donc la religion a toujours été un refuge, quelle que soit la religion, quand on n'a plus d'espoir. Non, dans la vie aussi spirituelle qu'on peut avoir. Et les politiques n'ont plus de vision, ils ne te donnent plus envie de voir la France. Et donc ils sont devenus des gestionnaires. Ils vont dire vous avez payé moins d'impôts. Ils vont dire on va vous enlever ces taxes, on va vous faire ça. Donc ils font de la gestion au quotidien et ils n'ont plus une vision du monde et ils donnent plus d'espoir. Et donc comme on n'a plus d'espoir en politique, on se retourne vers la religion. Ce qu'il faut bien, c'est pour ça, c'est ce qu'on essaye de rappeler là aussi dans le hors-série, c'est que la laïcité, en fait, l'un des grands moments historiques qui explique la laïcité à la française, c'est 1789. C'est-à-dire ce moment où un peuple assemblé dit nous n'avons plus un souverain qui décide pour nous, nous sommes souverains. Et ça, c'est une espérance extraordinaire. Ça, c'est un projet absolument magnifique de dire aux êtres humains, vous êtes libres, c'est exigeant, c'est difficile, mais collectivement, nous allons décider ce que nous voulons, nous nous fixons nos propres lois. Le problème, c'est qu'on a oublié ça. C'est que vous entendez un politique aujourd'hui qui rappelle à quel point ça, c'est absolument génial dans l'histoire de l'humanité, à quel point il faut préserver cette idée que il n'y a pas de meilleur régime politique que celui où nous allons décider tous ensemble. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune justification à que quelqu'un décide pour nous. Les politiciens n'ont plus de vision alors ? Par absence de perspective historique, par inculture, parce qu'ils se sont laissés bouffer par le néolibéralisme et cette idée qu'il faut d'abord accepter les lois de l'économie qui seraient des lois universelles de la nature. Donc, en gros, si l'économie décide, c'est plus les êtres humains qui décident pour eux-mêmes, donc le politique recule. C'est tout ça qui se conjugue. Mais là où vous avez raison, c'est que plutôt que de parler en permanence de la laïcité en disant c'est bien, il faut défendre la laïcité, il faut redonner cette espérance, cette vision, ce projet commun, qui est la seule façon, en effet, pour que la laïcité ne soit pas perçue par certains comme une oppression ou une religion parmi les autres, mais comme un projet qui nous englobe tous. Ce qui s'est passé à l'université, à l'IEP, dont on a beaucoup parlé, là aussi on ne découvre pas. Il y avait eu il y a déjà eu à Nanterre le même type d'événement. Ça fait des années que les universités, et en particulier d'ailleurs les différents instituts d'études politiques, les différents Sciences Po, sont les laboratoires de l'importation de l'idéologie américaine, c'est-à-dire l'idée que, en gros, les minorités seraient oppressées par la majorité, c'est-à-dire le mâle blanc de plus de 50 ans pour faire vite, et que du coup, il faudrait en permanence respecter ces minorités avec la conception la plus minimaliste du respect, c'est-à-dire le fait qu'on laisse faire tout ce qu'on veut. C'est ça qui se joue à Sciences Po Grenoble, avec évidemment l'aboutissement de ça, qui est une forme
de pilori qui est monstrueuse, c'est-à-dire clouer au pilori celui qui a eu le malheur de dire quelque chose qui déplaît, parce que quand on regarde les propos de ces professeurs, c'est parfaitement justifié, ils ont le droit de dire ça, mais on va réinventer la stigmatisation, l'inquisition. Encore une fois, c'est le grand retour des bigots, c'est tout. Moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est compliqué d'être de droite dans les médias ? Mais je sais pas. Moi, vous savez, je suis de gauche, donc j'incarne ce qu'on appelait autrefois la gauche républicaine. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'était Jean-Pierre Chevènement. Voilà, c'était la première phrase de mon premier livre. Je suis de gauche, réactionnaire, certes, au sens le plus 19e du terme, mais de gauche quand même. Mais peut-être justement à cause de ça. De droite. Non. Non. Ah non. Vous savez, c'est pas ça. C'est que depuis des années, vous avez une petite partie de la gauche qui s'arroge le droit de décider qui est de gauche et qui est de droite. Et donc, en gros, quiconque n'est pas gauchiste, quiconque n'est pas pour le progrès infini des droits individuels est forcément de droite. Mais si vous regardez mes positions en matière d'économie, en matière sur le social, pardon, mais je pense que je suis beaucoup plus progressiste, justement, que beaucoup de ces gens qui croient avoir le monopole de la gauche. En fait, le problème, c'est qu'ils sont allés sur les questions sociétales pour masquer le fait qu'ils avaient trahi sur le plan social. C'est-à-dire toute cette gauche qui s'est ralliée au néolibéralisme, qui a expliqué à un moment que le marché, on pouvait pas lutter contre, que l'Union européenne néolibérale telle qu'elle est, le libre-échange, c'est normal, on peut pas rien faire contre. Mais du coup, attendez, on va sur les questions sociétales, on va demander des nouvelles lois, des machins. Tous ces gens-là, ils ont abandonné ce qu'était la gauche. Moi, je crois à la gauche de Jaurès. C'est celle-là dans laquelle on se reconnaît. D'ailleurs, il y a effectivement toute l'histoire de Jaurès dans le la laïcité, la nation, mais c'est de gauche. Absolument. On ne va pas les abandonner. Et d'ailleurs, il y a des gens de droite qui y croient, bien sûr, mais arrêtons ces catégories. Ce n'est pas les questions sociétales, ce ne sont pas les positions sur, par exemple, le mariage homosexuel ou sur la PMA ou sur la GPA, etc. C'est pas ça qui détermine si on est de gauche ou de droite. C'est pas vrai. Voilà, vous avez eu votre réponse. On n'a pas parlé de bouffe. Énormément de choses, en tout cas dans ce numéro. Pareil, vous avez retrouvé Jean-Paul Briguelli, laïcité aménagée, laïcité dépecée. Également, on parlait de Jean-Pierre Chevènement qui intervient sur la notion de discrétion, qui est essentielle pour penser la laïcité à la française. Absolument. Donc ce hors-série que je vous conseille, qui vient tout juste de sortir, ces débats que les politiques devraient avoir, qui est sur le thème de la laïcité, et c'est à retrouver en kiosque. Le prochain, ce sera sur quoi ? Le prochain est sur l'environnement. Et là aussi, on va essayer de ne pas tomber dans les clichés habituels et dans les guerres de religion. On va aller regarder exactement ce qu'il en est dans tous les domaines qui concernent la préservation de la planète. Merci beaucoup Natacha Polony d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et on vous retrouve vendredi.